Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. L'une est la voie de la sagesse, l'autre en est l'étude. Bouddhisme et philosophie sont de nos jours souvent rapprochés, parfois de façon simpliste et réductrice. Mais pourquoi et depuis quelle époque associe-t-on ici en Occident ces deux notions? Parlent-elles de la même sagesse? Sont-elles chacune des voies de transformation? Et sont-elles tout simplement compatibles? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec notre invitée, la philosophe et essayiste Françoise Bonnardel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages philosophiques avec un intérêt pour les traditions anciennes. Et puis, ajoutons que vous connaissez très bien le bouddhisme pour le pratiquer depuis de nombreuses années. Merci d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Alors, justement, bouddhisme et philosophie, est-ce qu'on peut vraiment rapprocher ces deux notions ? Non seulement on le peut, mais la question c'est de savoir pourquoi, c'est-à-dire ce que l'on va en tirer, quel va être l'intérêt de ce rapprochement. Alors c'est un rapprochement qui est assez récent finalement, parce que si vous voulez, l'étude du bouddhisme par les philosophes est récente. Enfin, je veux dire qu'elle date de la fin du XXe siècle à peu près. Auparavant, des philosophes se sont intéressés au bouddhisme. Je pense en particulier à Schopenhauer au XIXe et à Nietzsche, de façon différente, Schopenhauer étant beaucoup plus proche de la pensée bouddhique elle-même. Mais nombre de philosophes s'y sont intéressés aussi pour le critiquer. C'est le fameux thème du culte du néant que Roger-Paul Droit a remarquablement analysé dans son ouvrage. Bon, donc, tout dépend aussi ce qu'on attend de ce rapprochement. Bon. Et je pense que ce qui est assez récent, c'est un questionnement réciproque. Qu'est-ce que la philosophie occidentale peut apprendre du bouddhisme? Alors là, on le verra peut-être par la suite, la réponse est complexe, mais je crois que l'intérêt aussi de ce rapprochement tient au fait que le bouddhisme a souvent été considéré, non pas comme une religion, mais d'emblée comme une philosophie. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que beaucoup d'Occidentaux qui sont un peu réticents à l'égard des religions se disent « enfin, ça n'est pas une religion », mais néanmoins, c'est une philosophie qui a une vision spirituelle, une orientation spirituelle. Donc, je dirais que le statut même du bouddhisme, ce statut ambigu, religion, philosophie, thérapeutique, etc., eh bien, ce statut ambigu fait que les philosophes pensent trouver aussi dans le bouddhisme une philosophie, au sens où eux l'entendent. Maintenant, toute la question est là. Est-ce que la philosophie du bouddhisme repose sur les mêmes fondements? Est-ce qu'elle utilise les mêmes méthodes que la philosophie occidentale née en Grèce, comme chacun sait? Alors là, les choses se compliquent, bien évidemment. Je pense que l'intérêt majeur de ce rapprochement, c'est pour la philosophie de repenser un certain nombre de ces concepts, de ces méthodes, de ces modes d'interprétation à la lumière du bouddhisme. Et pour le bouddhisme, je serais plus réservée, parce que finalement, si vous pensez aux ouvrages écrits sur le bouddhisme, soit par des occidentaux, soit par des maîtres bouddhistes, vous vous apercevez qu'au fond, il se passe assez bien de la philosophie occidentale. Ils ont leur propre philosophie. Est-ce que la sagesse que l'une étudie et que l'autre enseigne, finalement, est la même? Non, certainement pas. Il y a un dénominateur commun, c'est la notion même de sagesse. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? C'est la découverte, la recherche et la découverte d'un état d'équilibre intérieur, de sérénité, d'ouverture aux autres, et qui favorise la paix, à la fois la paix intérieure et la paix sociale. Un homme sage est par définition moins belliqueux qu'un homme qui ne l'est pas. Bon, donc, il y a évidemment une base commune. Sans ça, on ne parlerait même pas de sagesse. Il y a un autre point commun, sans doute, c'est le fait que c'est une sagesse pratique. Parce que
alors là aussi, il faudrait nuancer, mais la philosophie occidentale, en tout cas dans sa dimension grecque, dans ses origines grecques, a toujours été un art de vivre. Donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche, disent les Grecs, la vie bonne, la vie digne d'être vécue. La philosophie occidentale, dans l'ensemble, n'a jamais cherché et n'a jamais pratiqué un travail sur l'ego comparable au bouddhisme. Donc pour le bouddhisme, il n'y a pas de sagesse égotique. L'accès à la sagesse se fait par une déconstruction de l'ego. Par conséquent, cette déconstruction va très loin. En particulier dans le bouddhisme ancien, parce que là aussi, de quel bouddhisme parle-t-on? Le bouddhisme ancien et le Vajrayana ne sont pas sur tous les points comparables. Donc, pour le bouddhisme ancien, je pense en particulier à des textes comme le Dhammapada, qui est très radical sur ce point, la sagesse, c'est la sortie du monde. Donc c'est une voie, non pas ascétique, puisque le Bouddha a rejeté l'ascétisme, mais c'est une voie radicale. On parlait donc des points communs. Les points qui divergent vraiment, est-ce que la philosophie, finalement, ne concerne pas que l'intellect, alors que le bouddhisme va bien au-delà de l'intellect? Alors, ça aussi, c'est une vue qui demanderait à être nuancée. C'est vrai pour les grands systèmes qu'on dit spéculatifs, qui se sont développés en particulier entre le XVIe et le XVIIIe siècle, si vous voulez. Il est certain que Leibniz, que Spinoza même, que Hegel ou Schelling sont des systèmes spéculatifs, non seulement d'une extrême difficulté, mais dont on ne voit pas dans l'immédiat, tout au moins, en quoi ils vont changer notre vie. Mais ce n'était pas le cas de la philosophie grecque. Ça n'était pas le cas chez les stoïciens, chez les épicuriens, où d'emblée, c'était ça qui était visé. C'était ce changement. Et c'est pour ça que je vous disais que là, le bouddhisme et la philosophie se rapprochent, effectivement. Alors, bien sûr, il y a une dominante intellectuelle, mais il n'y a pas que ça. Et alors que dans le bouddhisme, il est clair que la déconstruction de toutes les formations mentales, de toutes les productions mentales, qu'elles soient intellectuelles, imaginatives, émotionnelles, etc., eh bien, va faire que, forcément, si vous voulez, ça ne sera pas la même sagesse, bien sûr. Est-ce que la provenance, enfin l'origine du bouddhisme, l'Orient, et puis la philosophie, le monde occidental, joue un rôle justement sur la compréhension des grandes notions que partagent l'une et l'autre de ces voies? Oui, alors, il y a une chose que... Là aussi, il y a une dissymétrie. Il y a une dissymétrie parce que les cultures bouddhistes ne se sont pas vraiment intéressées à la philosophie occidentale, à part à une période très récente, et encore pas toutes les cultures. C'est le Japon qui, probablement, a cherché à mieux comprendre la philosophie occidentale à travers ce qu'on appelle l'école de Kyoto, des philosophes comme Nishida ou Nishitani, qui ont suivi des cours en Occident. Par contre, du point de vue occidental, il est certain qu'un certain nombre de notions qui sont propres au bouddhisme sont très difficilement intelligibles avec les cadres de pensée occidentaux. Alors, prenons des exemples. Vous voyez, voilà, par exemple, le débat au XIXe siècle qui a eu lieu autour de la notion de nirvana. Qu'est-ce que c'est que le nirvana? Alors, c'est d'ailleurs à partir de cette notion que les critiques les plus virulentes du bouddhisme ont été faites. La plupart des penseurs de l'époque considérant que le nirvana, c'est le néant. La notion de vacuité, n'en parlons pas. C'est encore plus difficile, parce que la compréhension de la vacuité, qui n'est effective d'ailleurs que par la pratique méditative, au fond, puisque les penseurs du bouddhisme insistent beaucoup sur le fait, du Mahayana, insistent beaucoup sur le fait que
quiconque émet un jugement sur la vacuité, qui dit, comme Nagarjuna, que si la vacuité devient une vue, c'est-à-dire une vue de l'esprit, en fait, eh bien, c'est le comble du nihilisme et c'est encore pire, n'est-ce pas, que toute autre approche. Donc, vous voyez que la notion de vacuité est encore extrêmement mal comprise. Extrêmement mal. Pourquoi ? Parce que justement, elle ne peut pas être comprise à travers les cadres de la pensée occidentale. Une autre différence aussi sur la notion de foi, peut-être, dans la philosophie occidentale, on veut faire une opposition entre croire et savoir. Oui, alors cette opposition entre croire et savoir, je dirais que c'est vraiment l'axe de la réflexion théologique et philosophique. Il y a ceux qui croient, les croyants, et puis il y a ceux qui savent. Alors, en Occident, ceux qui savent, c'est essentiellement les scientifiques. Et d'ailleurs, vous remarquerez que c'est aussi une tendance actuelle de rapprocher le bouddhisme des sciences, beaucoup plus d'ailleurs que de la philosophie. Les grands débats qui ont eu lieu, y compris avec le Dalai Lama, eh bien, portaient sur les rapprochements, les passerelles entre les sciences et la philosophie, pas sur la philosophie du bouddhisme et la philosophie occidentale. Pourquoi ? Parce que justement, le bouddhisme a en Occident une réputation de rationalité, parce qu'on ne croit pas, on expérimente. Voilà. Mais là aussi, ça doit être nuancé. Pourquoi ? Parce que, d'accord, il n'y a pas de foi en Dieu, il n'y a pas de croyance en Dieu dans le bouddhisme. Mais il n'empêche qu'il y a aussi une forme de foi, c'est-à-dire de confiance. Prendre refuge dans le bouddhisme, c'est témoigner d'une confiance dans la possibilité de cheminer sur la voie ouverte par le Bouddha. Par conséquent, ce n'est pas une foi au sens où on a foi en Dieu, mais c'est une confiance qui va permettre aux pratiquants d'expérimenter à travers la méditation, les visualisations, etc., enfin, chaque pratique propre à chaque courant, et à partir de là, qui va lui permettre, d'une certaine façon, de savoir. D'ailleurs, le Bouddha lui-même présente son éveil comme un accès à une forme de savoir. Mais, encore une fois, ça n'est pas un savoir du même type que celui des sciences. Et c'est pour ça que, si vous voulez, il faut bien... Je dirais pour ma part que c'est peut-être davantage un savoir de l'ordre d'une gnose, c'est-à-dire une connaissance transformatrice. Une connaissance libératrice, puisque dans le contexte bouddhique, on ne peut pas parler de salut. C'est une erreur que font souvent d'ailleurs les traducteurs, enfin surtout ceux du siècle passé. C'est la délivrance, l'émancipation. Hein, c'est pas le salut, c'est pas la rédemption. Donc, le vocabulaire est très important, mais je pense que grâce aux travaux de traduction qui sont maintenant d'excellente qualité et des échanges entre traducteurs et de ce croisement, si vous voulez, entre différentes langues, on arrive maintenant tout de même à une approche beaucoup plus fine que c'était le cas au XIXe siècle. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Françoise Bonnardel, d'avoir répondu à nos questions. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de lecture en rapport avec le thème de l'émission. Tout d'abord, Bouddhisme et philosophie, en quête d'une sagesse commune, de notre invitée Françoise Bonnardel, édition L'Harmattan. L'auteur explore comment la pensée philosophique occidentale a interprété à sa guise le bouddhisme, en passant peut-être pragmatiquement à côté du message fondamental de cette sagesse fondée il y a 2600 ans. Bouddha, un contemporain des Grecs anciens, de Nguyen Dang Truc, chez L'Harmattan aussi. Et puis autour de Jung, le bouddhisme et la Sophia, de Henri Corbin, aux éditions Entrelacs. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir sur France TV durant un mois. Excellente semaine à tous et à bientôt. Merci.